Comme si dans mon rapport aux autres, j'avais une présomption de culpabilité, mais que les autres avaient un peu une présomption d'innocence. Comme si moi, je devais montrer absolument patte blanche aux gens, dire ouais, vous avez vu, je suis une bonne personne, vous pouvez me faire confiance, je me justifie, etc. Mais la personne en face, moi, je me disais pas, mais est-ce que cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle m'intéresse même? Je crois qu'en fait, faut pas hésiter à agir et à faire un pas, même si c'est dans le mauvais sens. Bonjour les amis, ici Stan Carré et aujourd'hui je suis avec Anastasia pour une interview au journal de bord. Bonjour Anastasia, merci d'être là. Merci à toi de m'accueillir. Avec joie. Anastasia, elle va nous partager son parcours en lien avec le doute excessif et obsessionnel. Et elle va nous raconter ce qu'elle a traversé comme souffrance liée à ça et comment elle a réussi à s'en sortir, son parcours de résilience. C'est un sujet qui me touche particulièrement parce que le doute obsessionnel, je l'ai aussi connu allongé sur mon lit à douter du sens de ma vie. Bon, maintenant j'en parle en rigolant, mais je souffrais beaucoup quand ça m'arrivait. Donc je pense que ça peut beaucoup apporter aux abonnés, aux personnes qui regardent cette vidéo. Donc je te propose que nous commencions notre récit. Alors, Anastasia, quelle est ta situation de départ, ta situation initiale? Où est-ce que tu souhaites commencer ton récit? En fait, il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out, un effondrement général en fait, qui m'a plongée dans une remise en question de tous les domaines de ma vie. Et cet effondrement, il était dû à quoi? Est-ce que tu veux partager un élément qui a été la cause du burn-out, de l'effondrement? L'effondrement, il est parti d'une rencontre avec un PN sur mon lieu de travail. Cette rencontre, elle a vraiment engendré le chaos, quoi. Et ça m'a fait douter de tout, enfin, de moi, des autres. Donc, sur ton lieu de travail, tu rencontrais quelqu'un qui avait un comportement toxique et tu as vécu une relation d'emprise avec cette personne, c'est ça? Oui, un début d'emprise, on va dire, ouais. Et ce début d'emprise, il a généré des souffrances chez toi et tu as commencé une introspection, c'est ça? C'est ça. J'étais à moitié dedans, à moitié dehors, au niveau de l'emprise, et j'ai réussi à comprendre que j'étais face à un pervers narcissique à temps et à pouvoir faire marche arrière et me sortir de l'emprise. Mais pour me sortir de l'emprise, en fait, je me suis dit, il va falloir que tu travailles sur toi, en fait. Pour échapper à ça, à cette partie de toi qui veut aller vers le pervers narcissique, il va falloir que toi, tu travailles ton estime de toi, tes doutes, justement, ta confiance en toi, tes failles aussi, tes parts d'ombre. Pour t'en sortir, il va falloir faire ça. Donc, en fait, j'ai commencé un travail sur moi. Parce que tu avais un conflit intérieur, c'est ça? Ouais, dans le sens où tu avais une part de toi qui voulait aller vers recréer un lien avec cette personne, et une part de toi qui voulait pas, où tu te disais non, il faut que je me sorte de là. Et donc tu t'es dit, pour arrêter de vouloir retourner vers cette personne, il faut que j'entame un travail pour me guérir intérieurement sur certains points, quoi, c'est ça? Est-ce que tu as quitté ton travail suite à cette relation, ou est-ce que ta situation professionnelle, il y a eu une rupture? En fait, comme je disais, il y a eu un effondrement de tout. J'ai constaté que mon travail me convenait absolument pas. En fait, j'étais juriste en droit du travail à la base, donc j'avais suivi un parcours carrément conventionnel et voilà, où on rentre bien dans les cases, tout bien ce qu'il faut. Ça me convenait vraiment plus du tout. Et là, il y a eu une grosse remise en question. Et c'est toi qui as quitté ton travail? Suite au burn-out, en fait, je suis allée voir ma responsable. Elle était hyper compréhensive. Et je lui ai dit, écoute, là, il va falloir absolument qu'on trouve une solution parce que moi, je ne tiendrai pas 2-3 mois de plus. Donc, on a trouvé une solution ensemble pour que je parte avec un filet de sécurité, avec le chômage, etc. Ouais, une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. Voilà, une rupture conventionnelle. Je suis partie, j'ai changé de région. Je suis retournée dans ma région natale. Donc là, j'étais en Bourgogne, je suis retournée dans ma région natale. Et je suis arrivée, j'ai loué un appartement, je suis arrivée dans cet appartement, j'étais au chômage, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Tu as quitté ton travail, tu étais au chômage, tu as changé de région, tu es arrivée dans un nouvel appart. Et donc ça fait beaucoup de changements intérieurs d'un coup. Beaucoup. J'ai quitté mes amis de Bourgogne. Enfin, vraiment, je suis arrivée et tout était vierge, en fait. Donc, j'avais tout à reconstruire. Ah ouais. Et je me trouvais dans un immense mal-être, quoi. J'étais à la fois hyper libérée parce que je me suis dit, maintenant, ça y est, tu vas pouvoir construire ce que tu veux. Et c'est un peu la liberté. Et j'étais libérée de ce travail, libérée de plein de choses qui tournaient autour de ça. Et je me suis dit, ça y est, enfin, tu vas pouvoir te reposer, te reconstruire tranquillement. Et en même temps, j'avais cette part de moi qui me disait, non, mais là, tu vas pas pouvoir rester au chômage, c'est pas possible. Il faut que tu trouves quoi faire par la suite. Il faut que je trouve quoi faire par la suite. Donc j'ai eu ce stress et cette angoisse intense, en fait. Il y avait un conflit vraiment entre... mais il faut vraiment que je trouve quelque chose, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est bon, lâche prise. Moi j'y crois, je sais que tu vas trouver, il te faut juste du temps, il faut juste que tu te reposes, tu as eu un burn-out, donc il faut juste que tu te reposes
pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et après, c'est bon, laisse faire les choses, aie confiance. Et tu étais tiraillée entre les deux en permanence, c'est ça, entre le besoin de repos et de lâcher prise et de soulagement que tu avais, et entre la partie de toi qui te disait ouais, il faut vite que tu te remettes dans les recherches de trouver... Faut que je me remette dans le bain, et puis qu'est-ce que les autres ils vont penser, et quand on est au chômage, on est mal vu. Et... Enfin, j'avais tout un tas de croyances comme ça, de préjugés de la société. Vraiment, j'étais dans un délire du genre, je me retrouvais à la rue, alors que c'était pas vrai. Je veux dire, enfin, avant de me retrouver à la rue, il y avait quand même un... Bah, il y avait toutes les années de chômage, plus le RSA, enfin t'as des... Bon, j'ai quand même ma famille, enfin voilà, je suis pas orpheline, enfin voilà. Oui, voilà, si jamais t'es en galère, tu peux retourner habiter chez les parents, tout ça. Enfin. Mais mon cerveau, mon esprit, il était en ébullition et il fallait trouver une solution, quoi. C'était pas possible, je pouvais pas rester comme ça, et voilà. Et du coup, il fallait trouver une solution. Voilà. Cette solution, tu l'avais pas. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi, je veux dire, à partir du moment où tu te dis qu'il faut que tu trouves une solution, mais cette solution, bah, tu la connais pas, qu'est-ce qui s'est produit comme mécanisme en toi? Est-ce que tu avais des pensées obsessionnelles? Enfin, tu m'avais parlé de doutes obsessionnels avant l'interview. Est-ce que tu peux développer un peu? Ouais, beaucoup de pensées obsessionnelles, voire des tocs. Hein. J'avais comme des tocs qui apparaissaient, même de propreté, des trucs comme ça. Enfin, je pense que le doute obsessionnel en lui-même, c'est un toc, quoi. Enfin, oui, parce qu'on ne se laisse pas être en paix tant qu'on n'a pas trouvé notre réponse. Et tant qu'on n'a pas trouvé, même pas notre réponse, tant qu'on n'a pas trouvé une réponse qui supprimerait le doute, mais comme le doute, c'est lui qui nous guide nos pas, bah en fait, on est tout le temps en train de douter de la réponse qu'on a trouvée. Elle ne nous satisfait jamais. Jamais, jamais. Et puis, je sais pas comment expliquer, ça lâche jamais, c'est qu'il y a... Même si on sait qu'il n'y a pas de solution et que le temps fera l'affaire, il faut trouver. Il y a un truc, comme une urgence. Enfin, sinon, vraiment... tu ne connaîtras pas le repos tant que tu n'as pas trouvé. C'est ça, ça me lâchait jamais. C'était vraiment très, très, très compliqué à gérer. En fait, je sentais qu'il fallait que j'aille sur un autre chemin que le chemin conventionnel que je m'étais tracé jusqu'à présent. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me disait non. Tu peux pas, faut que tu suives une route conventionnelle, sinon ben, on va plus t'aimer, sinon tu n'y arriveras pas, sinon, enfin voilà, plein de pensées négatives, de critiques intérieures. Mais je sentais quand même que mon chemin, il était en dehors d'un cadre. Il était en dehors de quelque chose de normal. Et ça me faisait super peur. En fait, c'était un peu inconscient. C'était le côté atypique qui me faisait énorrement flipper. Parce au fond de toi, tu sentais que tu avais, si j'ai bien compris, que tu avais envie d'explorer autre chose qu'un modèle plutôt classique de la société. C'est là que je trouverais mon épanouissement. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je me disais, c'est soit tu retournes vers quelque chose de conventionnel, mais tu dépéris, soit tu avances, mais ça va être super dur. Ah mais c'est ça le problème alors que ça peut engendrer, parce que si tu te dis je dois retourner dans le modèle conventionnel de la société, un travail de bureau, quelque chose comme ça, mais ça ne te correspond plus au fond, mais le problème c'est que tu cherchais quand même ce que tu devais faire plus tard, ta vocation, tout ça, et si tu cherches quelque chose qui te fait sens, mais que tu t'interdis de le chercher dans la direction qui fait vraiment sens pour toi, et ben en fait ça cause de la souffrance. Oui, tu restes bloqué parce que tu cherches qu'est-ce qui ferait sens pour moi, mais je vais pas aller le chercher de ce côté-là parce que ce côté-là me fait peur. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tu te mets la mission de chercher ce qui fait sens pour toi à l'endroit où il n'y a pas de sens en fait. C'est ça. Et c'est vraiment, moi, ce que j'ai vraiment très mal vécu, c'est le blocage, c'est cette inertie. Et je me disais, mais je vais rester dans cette inertie jusqu'à la fin des jours, quoi. C'est pas... si je bouge pas, si je me confronte pas à la peur qui est à la racine de ce doute-là, je vais rester bloquée à vie. Ah, la peur d'aller vers quelque chose de non conventionnel. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as entamé une introspection pour vaincre cette peur? Ouais, alors l'introspection, je l'avais déjà entamée même avant le burn-out. Je pense même que c'est ce qui a contribué au burn-out, c'est-à-dire que, en fait, je me rapprochais de plus en plus de moi, et du coup, ma situation professionnelle, elle me convenait tellement pas que mon corps, il a lâché, en fait. C'est comme si mon corps, il disait, c'est bon, en gros, t'as compris, je te lâche. Enfin, je lâche prise, et c'est là que je me suis effondrée, en fait. Donc l'introspection, elle avait déjà un peu commencé avant. Et en fait, après le burn-out, ça a continué. Et est-ce que tu peux nous partager ton introspection? Enfin, comment est-ce que tu as réussi à vaincre cette peur qui t'empêchait de faire quelque chose qui est non conventionnel, d'explorer vraiment ta voie? Genre, par exemple, la descente jusqu'au ce qu'on va appeler le climax, quoi. Genre le point où tu n'arrives plus et où tu vas en ressortir, quoi. Donc j'étais dans cette pression de il faut avancer, il faut faire quelque chose, il faut que tu trouves quelque chose. Donc je me suis dit, je vais retester un métier de juriste. Donc je vais retourner vers ce que je connais. Okay.
Donc là, je passe des entretiens, je me pointe devant l'immeuble de l'entreprise, face à la porte coulissante, quoi. Et mon corps, il se bloque. J'arrive plus à rentrer. En fait, mon corps, vraiment, et j'essaye d'avancer, je peux plus avancer. Et là, je commence à être prise d'une crise de larmes. Je dis, mais c'est pas possible. Donc là, je suis hyper dépitée. Je rentre dans ma voiture, j'appelle la personne qui devait me recevoir pour le recrutement. Je lui dis, je suis désolée, je pourrais pas venir. Elle me dit, pourquoi? C'est parce que vous avez du retard et tout? Je dis, non, c'est qu'en fait, je viendrai pas. Donc je lui explique pas pourquoi, quoi. Mais voilà, je viendrai pas, donc je me dis la honte et tout. Ça m'est arrivé quelque chose du style où c'était quand j'avais quitté mon dernier emploi que j'ai eu en tant qu'employé. Et c'était un jour où j'avais prévu de voyager avec des amis en Italie. Et ils m'avaient proposé, et je leur avais dit non, je peux pas, je travaille à la pause repas. Et en rentrant à la pause repas, j'arrivais plus à rentrer dans le staff. Tout dans mon corps disait non. Alors j'ai badgé en entrée, j'ai laissé mon badge par terre et je suis reparti. C'est un sentiment, c'est super déstabilisant comme sentiment. Parce que, encore une fois, tu as les peurs qui reviennent et qui disent non, mais tu peux pas faire ça, c'est pas possible, comment tu vas faire pour vivre? Enfin, voilà. Et donc, je rentre dans ma voiture et en fait, je suis libérée. À la fois, tu as peur, mais tu te sens bien, quoi. Donc ensuite, je me dis ça va me servir de leçon, mais non, rebelote. Donc je me remets la pression et là, je reçois un mail d'un recruteur qui passe via Pôle emploi et qui me dit qu'il recherche un CDD de 4 mois dans une école d'ingénieur. Donc j'ai le poste et je suis pas partie le premier jour, en fait, je suis restée tant que j'ai pu. Donc je pouvais partir quand je voulais, mais je me suis dit allez, tu tiens 3 mois et je me souviens j'avais un calendrier où je cochais tous les jours. Alors allez, j'ai tenu un jour de plus, courage pour la suite, quoi. Je cochais même les demi-journées. Oh là là, quel calvaire! Ouais, et à chaque fois, je me souviens que je rentrais dans le parking de cette boîte, je me disais, ça y est, c'est la prison. Je rentre dans la prison. Et comment t'as fait pour t'en sortir? Eh ben, en fait, je suis partie. Hein. Au bout d'un moment, j'étais en train de péter un câble et je n'ai pas renouvelé le contrat. Je suis partie. Et là, je me suis dit, là, va falloir trouver autre chose. Donc, va falloir vraiment que tu arrêtes avec cette idée-là et que tu t'orientes sur quelque chose qui te convient mieux. Il faut que tu fasses le deuil de ce métier. Est-ce qu'on peut dire que tu as accepté comme un fait que tu peux plus faire ce genre de taf? Je crois que j'avais besoin, et je pense que pour toutes les personnes qui doutent et qui sont dans un conflit comme ça, je crois qu'en fait, il ne faut pas hésiter à agir et à faire un pas, même si c'est dans le mauvais sens. Enfin, on s'en fout. Enfin, je veux dire, il faut faire un pas dans une direction, même si c'est pas la bonne, même si on n'est pas sûr. Mais il faut le faire parce que ça nous permet de nous décider, en fait, et de constater les émotions sur le moment. Moi, les émotions, elles étaient tellement fortes. L'émotion de souffrance, elle était tellement forte quand je retournais vers un job comme ça que je me disais, voilà, t'as ta réponse, c'est bon, arrête, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est le fait de faire un pas, même dans la mauvaise direction, entre guillemets, qui t'a poussé à sortir du doute obsessionnel? Parce qu'en fait, sinon, tu restes tout seul chez toi, dans ton petit appart, dans la région en plus où tu connais pas grand monde. Là, j'avais quelques amis et ma famille, mais c'est vrai que j'étais pas hyper entourée non plus. Et en plus, tu travailles pas la journée, donc tu as beaucoup de temps pour cogiter. Je faisais beaucoup de sport, du coup, pour essayer justement d'évacuer ces émotions hyper souffrantes. Pour te changer les idées, quoi. Ouais, et puis parce que le problème, quand on travaille pas... Bon, je dis pas que les personnes qui sont au chômage n'ont pas l'esprit occupé, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand on a des pensées obsessionnelles, le travail, ça peut être un échappatoire, parce qu'on se concentre sur autre chose, et donc pendant qu'on se concentre sur les tâches du travail, on y pense moins. C'est ça. Mais par contre, quand on est tout seul chez soi, en fait, les pensées, elles reviennent. Mais je crois que j'avais besoin aussi d'être toute seule chez moi. À ce moment-là, c'était un peu la pire situation qui pouvait m'arriver, ce rien, en fait, ce vide. Mais je devais être confrontée à ce vide-là pour me reconstruire et pour arrêter de douter, pour faire face à ce doute-là. Oui, comment tu as fait pour vaincre le doute pour de bon? Est-ce que tu peux expliquer sur ton parcours, vraiment, comment tu es passé de l'état où tu te dis « Ok, je peux plus bosser dans ce genre de job », mais je doute encore beaucoup de quelle est ma voie. Comment tu es passé de cet état-là à « je doute plus et maintenant je me sens bien ». Je crois que j'ai lâché prise sur l'obsession que j'avais de trouver ma voie professionnelle. J'ai rencontré mon compagnon, je suis tombée enceinte, donc voilà, c'est bon, je m'occupe de ça, je lâche prise sur le pro, on verra ça plus tard. Un jour, je vais voir un magnétiseur parce que j'ai un petit problème au dos. Avant d'aller le voir, je me dis, j'aimerais bien que cette personne, elle m'aiguille sur les ressentis que j'ai. Après le burn-out, en fait, j'ai ma sensibilité qui a explosé.
Et je me suis mis à beaucoup ressentir les gens, beaucoup ressentir les lieux, même des objets, etc. Bon, le soir, je suis au calme, j'ai des flashs, je vois des visages, je vois tout un tas de choses qui m'interpellent, en fait, qui m'interrogent. Et comme je suis toujours dans ce doute obsessionnel, je me dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment de l'extérieur ou est-ce que c'est un trouble mental? Oui, est-ce que c'est un trouble? Est-ce que c'est... voilà. Et en fait, donc, je vais le voir et donc la séance se passe très bien, etc. Et en fait, c'est un magnétiseur qui est médium en même temps. Et durant la séance, il me dit, on me dit que vous avez un don, que vous avez le choix ou pas de l'utiliser. Ce don, il va se révéler quand vous l'accepterez totalement, quand vous serez dans l'acceptation complète. Après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous l'utilisez ou non, mais ce serait dommage de ne pas le faire. Bon bah, voilà, l'univers t'a entendu, tu t'es dit ça serait cool qu'ils me disent des infos là-dessus, il te dit, vous avez un don, vous pouvez l'utiliser. Oui, c'est ça, donc j'ai ma réponse et je me dis, mais c'est fou ça, j'ai la réponse à la question. Et en plus, on n'est pas parlé au magnétiseur. Ouais, tu vas juste... Je suis venue, voilà, c'était vraiment intérieur, quoi, une question intérieure. Et il me dit, en tout cas, sachez que le jour où vous l'accepterez, vous serez aidé, vous serez aiguillé. Donc ça me perturbe un peu, j'avoue que je suis un peu sur les fesses. À la fin, il me dit, mais vous avez d'autres questions, etc. Je lui dis, non. En fait, je me suis barrée comme ça m'a vraiment perturbée, quoi. Et je sais pas, je pense que j'ai mis plusieurs mois même à en parler à mon conjoint parce que vraiment, j'étais perturbée. Ouais, c'est le genre de truc qu'on va garder, faire mijoter pendant longtemps avant de le faire éclore. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est ça que tu veux faire donc? Alors en fait, je me suis dit, il faut que tu acceptes en fait ce don-là parce que je pense que la clé, elle est là. C'est ce qui t'aidera à avancer et si tu n'acceptes pas, tu vas rester bloqué. Donc je me suis dit, allez, accepte ce truc-là. Et en fait, à partir du moment où je me suis dit ça, mes mains, elles ont commencé à chauffer. Mais à chauffer, vraiment, mais genre comme si j'avais les mains au-dessus d'un radiateur. Et j'ai senti un peu des points chauds, un petit peu sur pas mal des parties de mon corps. Et en fait, après ça, j'ai compris qu'il s'agissait de magnétisme. C'est tout un puzzle qui s'est reconstitué dans ma tête. Et je me suis souvenu que mon grand-père était sourcier, en fait. Parce que c'est ça qui t'a aidé à vaincre le doute obsessionnel. Ça m'a aidé un peu à vaincre le doute, mais pas complètement, parce qu'après, il a fallu que je ne doute pas de cette faculté. Donc après, j'ai fait des tests. Vraiment, toi, versus le doute, ça a été... mais c'est tout le long. C'est vraiment la lutte acharnée, quoi. Complètement. Au début, pour tester le magnétisme, on peut faire des tests sur des agrumes, en fait. On prend 2 agrumes et on en prend une qu'on magnétise tous les jours, etc. Et normalement, si on en a suffisamment, l'agrume, elle se momifie. Ouais. Et donc là, je vois que mes agrumes, ils commencent à changer, quoi. Il y en a un qui bouge pas et l'autre qui se rétrécit, est tout sec, quoi. Et voilà, donc après, je commence à faire ça sur... je demande un petit peu autour de moi. Quand tu fais ça sur des chats, il y en a un, il se momifie et l'autre, il... Ouais, c'est ça. Non. Et l'autre, il met en pleine forme. Je fais pas de mal au chat. Le chat momifié. Voilà, le chat en survie, c'est la preuve que j'ai du magnétisme. Non, je rigole. C'est ça. Et en fait, j'ai commencé avec des chevaux, pas mal de chevaux. Ils sont momifiés aussi? Non, alors, ils sont pas momifiés, les chevaux. Pas à ma connaissance, on me l'a pas dit, mais je crois pas. Mais ouais, les chevaux, parce que j'ai des connaissances qui avaient pas mal de chevaux et tout, donc du coup j'ai fait ça sur des chevaux et puis on a commencé à me dire, oui, il y a des résultats, il a moins d'arthrose, ça va mieux. D'accord, ouais, il y avait des choses que tu pouvais vraiment constater en fait. Ouais, et que c'est pas juste tu disais, j'entends des choses, mais tu vois que quand tu fais quelque chose, il y a un résultat après. Ouais, pour ça. Le doute, qui a besoin de choses qui peuvent être mesurables, tout ça, quoi. J'avais besoin de preuves que ça marchait aussi. Quand on me dit pas la zone qui a soulagé, mais que je l'identifie, et que je dis, la zone, il y a un problème dans cette zone, et on me dit, ah oui, en effet, il y a telle ou telle chose. Là, je commençais à me dire, oui, c'est bon. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Tu peux aller dans cette voie-là, voilà. Alors Anastasia, merci pour ton partage. Est-ce que tu pourrais résumer, selon toi, quels sont les points clés qui t'ont aidé à sortir du doute obsessionnel? Moi, ça a été beaucoup l'écriture. Le fait j'ai des tonnes de cahiers, en fait, où à chaque fois que j'avais une prise de conscience ou quelque chose, pour moi, qui me portait vers le haut, je l'écrivais. C'est comme si je l'inscrivais, en fait, dans mon esprit, pour que mon esprit, ce soit comme un conditionnement, un nouveau conditionnement. Je notais que ce qui m'élevait. C'était pas un journal intime où j'écrivais... Ouais, c'est pas quelque chose où tu vas dire, je me sens comme ça et tout. Il y a une prise de conscience, paf, je l'écris, et c'est ce qui va m'aider à sortir du doute, en fait. Vraiment développer le filon, en fait, c'est ça? Ouais, développer le filon, ouais. Il y a aussi beaucoup la connaissance de ses émotions, de ses besoins.
parce que je pense que pour les personnes très empathiques et très sensibles, c'est fondamental. Si on ne connaît pas ses émotions et ses besoins, pour vaincre le doute, c'est très compliqué parce que sans une bonne connaissance des émotions, c'est compliqué de suivre son intuition. Et l'intuition, c'est la clé dans le doute, pour moi. Ok. Et de croire en soi, de vraiment croire en son intuition. Et d'ailleurs, il y a un livre qui m'a vachement aidée, moi, par rapport à la gestion des émotions, c'est La puissance des émotions de Michel Larrivé. Je sais pas si ça te parle. Je l'afficherai à l'écran. Mais franchement, c'est un super bouquin pour les gens qui s'intéressent à ça. Vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Comme si dans mon rapport aux autres, j'avais une présomption de culpabilité, mais que les autres avaient un peu une présomption d'innocence. Comme si moi, je devais montrer absolument patte blanche aux gens, dire ouais, vous avez vu, je suis une bonne personne, vous pouvez me faire confiance, je me justifie, etc. Mais la personne en face, moi je me disais pas, mais est-ce que cette personne, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce qu'elle m'intéresse même? Finalement, comme si tu devais mériter la compagnie des autres, mais qu'eux, ils n'avaient pas besoin de mériter la tienne en fait, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Et quelque part, c'est important dans le doute. Si on laisse le pouvoir aux autres, on ne peut pas avancer, on est dans un doute incessant parce qu'en plus les autres nous mettent le doute. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner si tu rencontres une personne qui te raconte cette histoire et qui te raconte qu'elle est en proie à des doutes obsessionnels, pas forcément en rapport avec le magnétisme ou la relation d'aide, mais en rapport jusqu'à des doutes obsessionnels concernant le sens de sa vie, tout ça, qu'est-ce que tu pourrais lui donner si tu peux lui donner juste un conseil? On ne cherche pas forcément le conseil suprême qui la sortirait de là, mais un petit quelque chose qui pourrait ou non l'aider peut-être. Moi, c'est vraiment dans mes émotions. Qu'est-ce qui relève en fait d'une pression que je me mets et qu'est-ce qui relève de mon envie. En fait, c'est de vraiment arriver à scinder mon envie la pression que je ressens de la part de la société. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire vraiment. Essayer de se délester de toutes les croyances et de toutes les pressions qu'on peut se mettre en fait. Parce que le doute, c'est ça. Je pense que quand il y a un doute, c'est parce qu'on est tiraillé par deux choses. Il faut arriver à identifier ces deux choses. Donc le conseil que tu donnerais, c'est vraiment de faire le distinguo entre qu'est-ce qui émane vraiment de toi de manière profonde, intemporelle, naturelle, faire le distinguo entre ça et la pression que tu te mets parce que tu as peur, parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Enfin. Ouais, où est mon intuition et où est où est mon ego en fait, où est mon... les pressions qu'on peut se mettre, les peurs, où sont mes peurs en fait. Parce qu'en fait, c'est assez habile comme jeu. Des fois, on a l'impression qu'une intuition est une intuition alors que ce n'en est pas une. Des fois, il y a des intuitions qui sont déguisées. Donc aussi, je pense, apprendre à savoir qu'est-ce que c'est une intuition. Une intuition, c'est quelque chose qui est immédiat. Une intuition, on n'a pas le temps d'y penser. Pour moi, l'intuition, c'est un ressenti presque corporel. C'est immédiat. Et ça, je pense que c'est hyper important. Oui, c'est pas du tout intellectualisé. On doit l'intellectualiser après coup. Mais sur le moment, ça n'émane pas d'une source intellectuelle. Ça émane de quelque chose de profond et après, elle s'intellectualise. C'est ça. Et c'est après qu'il faut faire attention. Parce qu'après, on a cette intuition et après, le mental, il agit. Et là, on peut à nouveau se perdre. Et oui, après le mentaliste l'approprie, il nous trompe et tout. C'est ça. Donc, je pense que arriver à bien comprendre ce que c'est l'intuition. Je te remercie. Et la dernière question... je t'en prie, Anastasia. Et la dernière question que je souhaitais te poser avant de conclure cette interview, c'est si tu peux nous dire dans un premier temps comment tu te sens aujourd'hui, où tu en es dans ta vie, et ensuite si il y a des réseaux sur lesquels on peut te retrouver, ou voilà. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je pense que j'ai passé la grosse part de doute qui m'habitait. Des doutes, j'en aurai toujours, et je pense qu'il faut toujours en avoir. C'est constructif aussi d'avoir des doutes, mais il me semble que je suis plus dans ces doutes maladifs-là ou obsessionnels. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer dans ma voie. J'ai envie de me spécialiser dans le magnétisme pour animaux, en fait, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai un élan naturel pour les animaux depuis toujours. Okay. Donc j'ai envie de me lancer dans ça. Et là, je vais changer de région dans pas longtemps, donc je vais lancer mon activité, mais début 2023. Ouais. Donc c'est pas pour tout de suite, mais début 2023.
Et comme tu m'avais dit, on peut mettre ton adresse mail en dessous de la vidéo. Ouais. Comme ça, les amis, même si Anastasia n'a pas encore lancé l'activité au moment où cette vidéo est publiée, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, il y a des chances qu'elle l'ait lancée à partir de début 2023. Donc si vous êtes appelé si vous vous sentez appelé pour avoir recours à ces services, vous pouvez toujours la contacter à l'adresse mail qui se trouve sous la vidéo. Merci. Je t'en prie. Les amis, je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Si vous aimez bien ce contenu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Et même si vous sentez que vous avez une histoire intéressante à partager, une histoire où vous avez vécu un moment de souffrance et que vous avez réussi à vous sortir de ce moment de souffrance, que vous l'avez dépassé, que vous souhaitez partager votre témoignage de résilience, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche sous la vidéo et en bas de l'écran. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Anastasia, est-ce que tu veux le mot de la fin, dire au revoir pour la fin? Non, vas-y, je te laisse faire, tu te débrouilles bien. Merci. Au revoir les amis, à bientôt. Au revoir.